Facebook qui aura quelques secondes de décalage. Et donc, ça se rediffuse en même temps sur le site de la FSU dans l'article dédié. Voilà. Et Laura, je veux bien lancer en deux mots aussi. Et ben, c'est parti, c'est à toi. Ah ben, très bien. Merci, merci Laura. Merci à tous ceux qui sont connectés là sur la visio, sur le Facebook à l'occasion de ce CDFN de la FSU, on a tenu à marquer d'abord l'événement des 150 ans de la Commune de Paris. On remercie infiniment Roger Martelly de venir intervenir ici. Je le dis aussi parce que je suis prof d'histoire, il y a beaucoup de profs d'histoire dans la salle, je pense. Et puis en tant que militant, en tant que syndicaliste, les enjeux de mémoire autour des événements comme celui de la Commune de Paris sont essentiels à discuter, à appréhender, à réfléchir, à discuter ensemble. Et donc, on a besoin d'avoir ces temps d'éclairage par des historiens comme l'est Roger Martelly. Et on le remercie beaucoup parce que c'est une figure qui compte, qu'on lit, qu'on écoute qui va nous éclairer ici dans ce CDFN de la FSU. On le remercie de s'être rendu disponible pour venir ici nous présenter les choses. Je laisse la parole peut-être tout de suite d'abord pour le présenter peut-être à l'Institut de la FSU avec en partenariat duquel cette intervention est organisée. Ça doit être Gérard, je crois, qui présente. Je... Voilà. Alors, le temps que Gérard nous rejoigne. Ah, il est là, voilà. Mais il y a Voilà. voilà. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet échange, cette invitation pour une actualité de la commune de plus en plus présente, en tout cas, pour tous ceux et toutes celles que nous sommes et qui luttons pour un monde beaucoup plus démocratique, beaucoup plus juste, beaucoup plus solidaire. Donc la FSU, grâce à Benoît et l'Institut de recherche, grâce à Paul, ont souhaité, pour le 150e anniversaire de la commune, lui rendre un hommage particulier en publiant tout d'abord un numéro spécial de la revue Regards croisés, mais aussi en invitant Roger Martelly à prendre la parole à ce CDFN. Donc, avant de lui donner la parole, quelques mots sur Roger Martelly. Donc, professeur d'histoire-géographie du second degré pendant 40 ans, il est adhérent au SNES. Ses responsabilités n'ont pas été syndicales, mais politiques au sein du Parti communiste français, dont il a été membre pendant 30 années. Il a travaillé dans les institutions de recherche liées à ce parti, comme l'Institut Maurice Thorez, l'Institut des recherches marxistes, l'Espace Marx, et dirigé le journal des refondateurs communistes, Futur, jusqu'à l'an 2000, année où il devient directeur du magazine communiste Regard. À la fois militant et chercheur, non universitaire, ses publications ont surtout été consacrées à l'histoire du Parti communiste français. Depuis 2016, il co-préside l'association Les Amis et Amis de la Commune de Paris et auteur d'un livre qu'il vient de publier, Commune 1871, la Révolution impromptue. Nous te remercions donc, Roger, d'être avec nous ce matin et je te donne la parole. D'abord, merci à toi, Gérard, bien entendu, qui m'a proposé cette intervention. Merci à la FSU, à Benoît Test. Un petit salut au passage. Alors, j'ai une petite coupure de micro. Est-ce que vous pouvez remettre votre micro, s'il vous plaît? Alors là, il n'est pas relancé. Super. Ça marche. Excusez-moi. Oui, donc je ne sais pas où j'en étais. Donc je voulais
faire un petit salut amical à mon camarade Gérard Sierry, donc vieux complice depuis très 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 longtemps. Comme ça a été dit, effectivement, je suis membre du SNES depuis 1969, ça fait plus de 50 ans, donc je suis très touché de votre proposition. Donc, on va parler de la Commune de Paris, mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous raconter la Commune de Paris, ni disserter sur ses causes et sur celles de son échec final. Je ne vais pas davantage énumérer ses leçons, comme on dit parfois. Je vais essayer simplement de suggérer quelques réflexions sur 3 questions entremêlées, totalement entremêlées. Pourquoi vaut-il la peine de célébrer la Commune de Paris? En quoi faut-il y voir un bien commun? Et quelles conséquences en tirer pour ce 150e anniversaire? La première idée sur laquelle je voudrais insister est que la Commune est un événement absolument original dans l'histoire française et sans doute européenne. Elle l'est par sa brièveté. On sait qu'elle a duré entre 72 ou 73 jours selon les repères chronologiques que l'on retient. Elle l'est par son issue tragique. Elle se termine sur le plus grand massacre de populations civiles de notre histoire contemporaine. Elle l'est par sa nature profonde. C'est une expérience qui n'a jamais été renouvelée, notons-le, jusqu'à ce jour en tout cas, de pouvoir populaire et même ouvrier. Je rajoute qu'elle l'est par son horizon mental, la République démocratique et sociale, comme on le dit depuis 1848, qui prolonge la tradition plébéienne révolutionnaire de 1789-1794. Elle l'est par ses réalisations, qui sont considérables malgré le poids écrasant de la guerre civile, quand on pense que cette assemblée, sur 54 jours, n'a connu que 5 jours de paix civile. Elle l'est enfin, et ça n'est pas la moindre des choses que l'on peut souligner, elle est originale par ses anticipations. On sait que la Commune décide en peu de temps ce que la République officielle mettra plusieurs décennies à entreprendre. La Commune, disons-le d'une autre manière, la Commune est la 3e révolution du 19e siècle et elle referme le long cycle révolutionnaire occidental amorcé en Angleterre 2 siècles plus tôt. Mais si cette révolution fulgurante est en cela un crépuscule, pour reprendre une expression qui a fait naguère l'objet de beaucoup de polémiques, elle est en même temps l'indice que la France, comme beaucoup de sociétés européennes, est entrée dans un cycle nouveau qui est dominé par la conjonction de 3 phénomènes indissociables. L'industrialisation, d'une part, l'urbanisation et l'expansion accélérée du salariat et notamment du salariat ouvrier. Pour une longue période, et pour une part, nous y sommes encore, même si c'est dans un contexte différent, avec les ouvriers, le peuple, comme on dit depuis longtemps, commence à avoir un groupe central en expansion numérique, il le sera jusqu'en 1975, en voie de concentration et en voie d'organisation. Au cœur du mouvement populaire, qui évidemment travaille toute l'histoire humaine depuis des siècles et des siècles, au cœur du mouvement populaire va se trouver de plus en plus ce qu'on appellera le mouvement ouvrier. Et la Commune de Paris, le phénomène Commune de Paris, est une manifestation spectaculaire, plus spectaculaire encore que juin 1848, de l'émergence de ce mouvement ouvrier sur la scène sociale et politique française. À sa manière,
L'impulsion de la commune suggère donc deux choses en même temps. D'une part, que la question ouvrière est devenue le pivot de la question sociale, ça n'est plus la paysannerie qui est au cœur de la question sociale. D'autre part, que la question sociale et la question démocratique ne peuvent plus être séparées comme elles pouvaient l'être auparavant. En cela, le crépuscule que j'évoquais tout à l'heure est en même temps ce qu'on a appelé aussi parfois, pour répondre à l'image du crépuscule, une aube ou une aurore. Disons-le d'une autre manière, la commune ouvre un champ de possibles qui était jusqu'alors inexploité, inexploré. Deuxième suggestion que je souhaite faire à l'occasion de cette intervention. La commune n'est pas un événement univoque. Elle ne peut donc pas se réduire à une interprétation unique. Si on la suit attentivement dans tous ses développements, à la lumière notamment des travaux qui se sont multipliés depuis notamment une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Si on la suit attentivement, on constate que la commune est un mouvement fondamentalement polymorphe, à la fois en haut et en bas, organisé et spontané, patriote et internationaliste, républicain et socialiste, révolutionnaire et pragmatique, soucieux de bonne représentation et attaché à une démocratie directe, partisan farouche de l'autonomie communale et tenant de la République une et indivisible, la manière dont est vécue cette réalité souvent duale, l'insistance portée sur tel ou tel des aspects que j'ai énumérés, varie selon les courants, selon les sensibilités et les individus. Mais la dualité fonctionne dans l'immense majorité des cas. À mes yeux, ce constat devrait décourager les affirmations trop simples du type « la commune dit que » ou « la commune pense que ». Il faut tenir compte de la complexité qui est en fait la richesse du phénomène communal. De fait, les figures de proue de la commune, les acteurs de l'hôtel de ville, les élus en particulier, et l'essentiel des militants au-delà, j'allais dire, des élus. Ces figures de proue sont incroyablement diverses. On trouve dans ce monde des acteurs et actrices de la commune, actrices en dehors de l'Assemblée communale, mais acteurs à la fois dans l'Assemblée et en dehors de l'Assemblée, on y trouve des blanquistes, des jacobins, des internationalistes, des socialistes, des républicains. On puise dans ce monde-là volontiers ces références du côté de la Révolution française. Mais on aime ou au contraire on déteste Maximilien Robespierre, le jacobin, ou Jacques Hébert, le sans-culotte dit exagéré, que Robespierre enverra à l'échafaud. Au mois de mai, on va trouver certes dans l'Assemblée communale une nette majorité qui va vouloir l'autorité centrale d'un comité de salut public à l'image du grand comité de l'an 2, et une minorité qui la refuse farouchement, notamment du côté des membres de l'Association internationale des travailleurs. Il y a donc clivage. Mais ni la majorité ni la minorité ne forment des blocs homogènes. Sur 82 élus de la commune, par exemple, une quarantaine, donc près de la moitié, sont membres de l'Association internationale des travailleurs ou affiliés à elle par l'intermédiaire de chambres syndicales. Mais ils n'ont pas du tout la même sensibilité. Ils ne se réclament pas des mêmes figures et des mêmes philosophies. Il y a très peu de marxistes, un grand nombre sont traditionnellement de sensibilité plutôt proudhonienne. Certains peuvent être considérés comme des collectivistes proches de Bakounine, mais il y a aussi des blanquistes et même des jacobins.
Cette diversité est tout simplement à l'image de ce qu'est le peuple de ce dernier tiers du XIXe siècle, à l'image de ce qu'est cette tradition plébéienne révolutionnaire qui est un trait distinctif de l'histoire française depuis 1789 et plus généralement à l'image d'une idée républicaine qui est encore loin d'être définitivement installée et stabilisée dans le paysage politique français en 1871. Il est vrai que cette diversité n'empêche pas que l'on se rassemble autour de valeurs décisives. Le socle de la sociale, installé depuis 1848-1849, le souci d'une égalité des conditions et pas simplement d'une égalité de droit, la passion d'une citoyenneté élargie et effective, l'idéal d'une démocratie plus directe, la jonction du patriotisme et de l'idéal de la République universelle. Je considère donc que la dialectique de la diversité du commun est une dimension majeure de l'expérience communarde. Elle aurait été, selon moi, une clé de sa force si la brutalité de la guerre civile voulue par Versailles n'avait pas empêché son libre déploiement. C'est grâce à elle, en effet, grâce à cette dualité, qu'a pu se réaliser entre septembre et le printemps de 1871 le rassemblement le plus large de sensibilités républicaines qui s'étaient côtoyées jusqu'alors sans nécessairement converger. Chacun aujourd'hui est donc libre, légitimement, de mettre en valeur la dimension de l'expérience communarde qui correspond à sa visée, à sa sensibilité, à son engagement. Rien, en fait, ne serait plus éloigné de l'esprit frondeur et libertaire du Paris insurgé de 1871 que d'enfermer la commune dans un consensus trop lisse. Mais j'accompagne cette conviction d'une autre, tout aussi forte. On peut tout à la fois faire vivre la diversité des regards et convenir d'une passion commune, comme les communards eux-mêmes ont su s'accorder sur une même ligne de force malgré leur diversité pour décider et agir, en tout cas entre la fin mars et le début mai 1871. S'il fallait énoncer ce commun, je le ferai au travers de quelques aspects, provisoires en tout cas, et au nombre de 5. La commune, tout d'abord, on peut y voir, c'est le plus évident, une impulsion populaire portée par des individus des deux sexes appartenant majoritairement aux milieux les plus modestes. Elle a été un moment exceptionnel de sociabilité, de forme sérieuse ou festive, ancrée dans le voisinage du quartier ou de l'îlot ou dans la solidarité du labeur, ce qui est tout aussi important. Elle a été un moment tout aussi exceptionnel de politisation, comme on en a peu connu dans l'histoire nationale, appuyé sur une véritable explosion de la presse libre. Cette politisation au printemps de 1871 se fait partout, dans la garde nationale, dans les clubs qui peuvent rassembler des milliers de participants chaque soir, dans les grandes manifestations, dans les immeubles ou dans la rue. Dans un moment de crise politique comme celle que nous vivons, de doute sur l'intérêt du vote et de l'engagement, n'est-ce pas, sinon un modèle à reprendre, en tout cas un exemple à méditer? Deuxième aspect, la commune, naît de la colère contre les inégalités, contre l'insuffisance de services publics, contre les atermoiements officiels face à l'assiégeant allemand, contre l'acceptation de conditions d'armistice trop draconiennes. Mais si la commune est stimulée par la colère, elle est en même temps portée par l'espérance. C'est la même espérance que celle de l'égalité sainte des sans-culottes de 1793-1794.
et de cette République démocratique et sociale déjà évoquée de 1848-1849. C'est cette espérance qui fait que l'on ne se contente pas de vouloir transférer les biens, les ressources des gros vers les petits, comme on dit parfois, mais c'est par cette espérance que l'on veut que la société accorde à chacun les droits et les ressources permettant à chaque individu de vivre de façon autonome et dans la dignité reconnue. Dans une société comme la nôtre, où le ressentiment cultivé par certains pousse aujourd'hui souvent à dresser des portions du peuple contre d'autres portions de ce même peuple, cette conception de l'en commun ne vaut-elle pas d'être valorisée? Personnellement, en tout cas, je le crois, et c'est un atout de la mémoire communarde. La commune, en troisième lieu, c'est aussi la volonté d'une réappropriation populaire d'une ville-centre que la spéculation immobilière et le quadrillage impérial ont de plus en plus ségrégué, rejetant les catégories les plus modestes vers les faubourgs qui deviendront peu à peu la banlieue. Là encore, ce désir de réappropriation urbaine peut être aujourd'hui un stimulant magnifique pour une maîtrise sociale de l'urbain, réintégrant les catégories populaires au cœur de la ville et non à ses seules périphéries. La commune, quatrième aspect que je propose de mettre en avant, est un mouvement que l'on pourrait dire de double distance, à l'égard bien sûr des régimes autoritaires antérieurs, monarchistes ou bonapartistes, mais à l'égard aussi non pas de la République en général, mais d'une partie des républicains, de ces républicains de gouvernement dont les choix antipopulaires à partir de juin 1848 ont débouché sur l'effondrement même de la Seconde République en décembre 1851. Pour les communards et les communardes, les grandes valeurs, et donc celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou de 1793 et de 1848, doivent devenir des réalités pour chaque individu et non un masque au profit de quelques-uns. De même qu'ils ne peuvent pas accepter le concept d'une égalité réduite à l'égalité juridique, ils ne veulent pas se cantonner à une démocratie uniquement représentative. Et cette caractéristique, ce désir de dépasser les limites de la simple représentation, est si partagé dans l'univers de la commune que même les réputés jacobins, théoriquement très peu portés, dit-on, à la démocratie directe, à l'image de leur père fondateur, Ledru-Rollin, sont méfiants à l'idée même de gouvernement et ils se réclament, comme lui, du gouvernement direct du peuple par le peuple. Même les jacobins, ce ne sont pas simplement, j'allais dire, les proudhoniens ou les tenants classiques de la démocratie directe. Même les jacobins, à cette période-là, considèrent que la démocratie directe, appartient au bien commun des républicains. J'ajoute un cinquième et dernier trait que nous pourrions ensemble mettre en avant, qui justifie que nous célébrions la commune. Il y avait dans l'univers mental des communistes, des communardes, communistes pour certains, mais très peu à l'époque, il y avait dans l'univers mental des communardes et des communards un pari qui n'est pas formulé à l'époque, mais qui est révélé par les actes. Ce pari consiste à raccorder des domaines de la vie sociale que la société. Alors, Roger, nous avons à nouveau perdu votre micro.
je ne sais pas pourquoi il s'interrompt de temps en temps. Excusez-moi, je vais reprendre, je ne sais pas où j'en étais. C'est un pari, donc ce pari, je disais, des communardes et communards, consiste à raccorder des domaines de la vie sociale que la société bourgeoise a dissociés dans la pratique, l'économique, le social, le politique, le symbolique. On entend souvent dire aujourd'hui, très souvent, dans les discours politico-sociaux, que l'attention au social ne doit pas se faire au détriment de l'économique, que le social doit s'effacer devant l'écologie ou réciproquement, que la culture devient une priorité dès l'instant seulement où tous les autres domaines ont été pourvus. Or, si l'on y réfléchit bien, l'égalité, liberté, fraternité, qui est au cœur du parti pris républicain, ça a une valeur globale qui est vouée à s'appliquer dans tous les domaines de la vie sociale et pas seulement dans le champ politico-institutionnel. Et si l'on réfléchit à cela, on ne peut que constater que, en très peu de temps, en s'attachant simultanément à la vie quotidienne, à l'organisation du travail, à la refonte démocratique, à l'égalité des femmes et des hommes, à l'éducation généralisée, à la laïcité et à la culture de masse, la commune a ouvert la voie à une gestion populaire du corps social tout entier. Dans des sociétés comme les nôtres, qui sont aujourd'hui clivées et souvent désarticulées, c'est la même ambition transformatrice qu'il conviendrait de reproduire et en cela, la commune, comme dans d'autres domaines, peut être considérée pour nous comme un extraordinaire stimulant. La commune ne mérite donc pas seulement d'être commémorée, elle mérite d'être célébrée. Elle peut l'être pour ses valeurs, que j'ai déjà évoquées ici, et qui en font un grand moment tourné vers l'émancipation. Elle peut l'être par ses décisions, l'attention aux conditions de vie populaire, loyer, crédit, alimentation, la décision de séparer l'Église et l'État, la volonté passionnée de faire participer des citoyennes et des citoyens à la vie publique, la mobilisation des associations professionnelles pour l'organisation de l'emploi et du travail, et des chambres syndicales, entre parenthèses, la révocabilité des élus, etc. Elle est un de ces moments imprévus mais explicables où les catégories populaires dispersées se constituent en multitudes agissantes, cherchant les bases d'un mouvement structuré et aspirant à devenir un peuple politique capable de voir par lui-même le bout de ses actes sans jamais abdiquer sa souveraineté. Aujourd'hui, à nouveau, les catégories populaires sont dispersées, n'ont plus de groupe central, n'ont pas encore peut-être l'équivalent de ce qu'a été le mouvement ouvrier de la période précédente. Mais ces catégories populaires aspirent toujours à être un peuple reconnu dans sa pluralité et dans sa dignité. Ils aspirent à l'être par la lutte syndicale, par l'impulsion des Gilets jaunes, par les occupations de logements ou celles des ZAD, par les exigences du mouvement MeToo ou la rage du Black Lives Matter. Rattacher tous ces efforts contemporains à la longue chaîne de l'émancipation est une source de force. Et dans cette chaîne, la commune occupe une place remarquable et lui donner cette place aujourd'hui, c'est une manière de s'inscrire dans le champ des exigences et des luttes contemporaines. La commune, au fond, est en même temps une impulsion exemplaire et une promesse. Elle a agi et elle a rêvé, et dans le monde trouble qui est le nôtre, on a tout autant besoin de rêve que d'action. Nous n'écrirons certes pas sous la copie de la commune. Il ne suffit pas de reprendre tel quel les éléments d'un programme qui, au demeurant, n'existait pas en 1871. En ce temps-là,
la France et l'Europe n'étaient qu'à l'amorce d'une conception élargie des droits. On parlait certes de droit du travail depuis 1848, mais le droit au logement et aux services publics n'était pas formulé. L'idée d'égalité des hommes et des femmes était embryonnaire. La question des discriminations n'était pas posée en tant que telle. On savait les limites de la démocratie dite bourgeoise, mais on n'avait pas connu les difficultés des tentatives qui se sont essayées à aller plus loin qu'elles. On peut donc se réclamer de la visée, des valeurs, voire même de la méthode de la commune, on ne la reproduira pas à l'identique. Et cela me conduit à ma conclusion. Si l'on y réfléchit bien, jusqu'à ce jour, la commune a séparé ses héritiers plus qu'elle ne les a rapprochés. Les historiens ont bien mis en évidence que, au sein même du mouvement ouvrier, une impitoyable guerre des mémoires a fait rage, et cela dès les lendemains même de l'événement. Pour une part, le constat nous rappelle simplement que, comme la Révolution française avant elle, la commune est et restera un objet chaud, rebelle à tout consensus mollasson. Et je redis ici que la pluralité des regards sur la commune est une chance et pas un handicap. Mais je redis tout aussi fort que cette chance suppose que la diversité ne tourne pas à la concurrence et à la séparation. Nous sommes dans un moment délicat où s'entremêlent les possibilités lumineuses de la lutte émancipatrice et les nuages sombres de la régression démocratique et sociale. De manière significative, la droite a montré les dents ces derniers temps, n'hésitant pas à retrouver en pleine assemblée municipale parisienne les accents versaillais de guerre civile. Or, ces vitupérations retrouvées ne manquent pas d'écho au-delà des enceintes électives. Il ne manque pas d'écho justifiant l'immense frilosité officielle qui tourne ainsi le dos à la résolution de l'Assemblée nationale de novembre 2016 qui réhabilitait les communardes et communards et déclarait que la commune, ses actes et ses valeurs étaient partie intégrante du patrimoine national. Ne serait-il donc pas important, et j'en finis réellement là, ayant déjà dépassé mon temps de parole, ne serait-il donc pas opportun que, à côté de la floraison impressionnante des initiatives de célébration, les héritiers de la commune se retrouvent ensemble et de façon massive, comme ils ne l'ont plus fait depuis longtemps, pour monter au mur, comme on le dit depuis les années 1880, pour monter au mur le samedi 29 mai et dire ainsi bruyamment et joyeusement la modernité de la commune. C'est en tout cas le souhait le plus cher de l'association des amis et amies de la commune que j'ai le plaisir de co-présider. J'en ai donc véritablement fini et je le ferai bien entendu comme le font toujours les héritiers de la commune à la fin de toute manifestation, notamment devant le mur. Vive la commune! Je vous remercie de votre attention. M'excuse d'avoir été plus long que prévu. Donc, merci Roger. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées par… Alors, attends, il faut que je regarde. Excuse-moi. C'est par écrit, hein? Oui, enfin, je peux… oui, c'est par écrit. Oui, vas-y, si tu veux. Il y a une synthèse qui se fait avec Laura donc, et moi sur les questions qui sont posées via les différents réseaux. Alors, pour ce qui concerne Zoom, il y a deux questions qui sont mises en avant. Tout d'abord, l'une concernant la commune en province. Il y a eu de multiples tentatives qu'ont pu réaliser ces tentatives et pourquoi n'ont pas eu-elles autant d'écho que la commune de Paris? Première question. Deuxième question, la commune en Outre-mer. C'est un camarade
de Martinique qui nous pose la question. Voilà. Et alors, il y a aussi une troisième question. Est-ce que la Commune de Paris n'a-t-elle pas été suffisamment relayée parce qu'il s'agissait de Paris et que déjà à l'époque, la relation entre Paris et la province était déjà un peu compliquée. Donc, en dépit de ces tentatives de communes dans certaines grandes villes de province, la France, dans sa totalité, n'a pas suivi. Et peut-être que c'est en rapport avec cette relation un petit peu conflictuelle entre Paris et la province. Voilà les trois questions qui ressortent du Zoom, mais Laura en a certainement d'autres. Oui, comment voulez-vous qu'on fasse? J'essaie de… Tu peux répondre peut-être à cette première partie. Oui, je vais essayer de répondre à cette première série de questions qui portent sur la dimension Paris-Province, en quelque sorte. Au fond, la Commune de Paris est-elle isolée? D'une certaine manière, elle a fini par l'être, mais est-ce un isolement à ce point, comment dire, total ou pas? Je dirais tout de suite que sur la question de l'outre-mer, je n'ai pas assez de compétences pour en parler, hein. Donc, je précise, d'ailleurs, j'aurais dû le faire au départ. Je co-préside une association, je suis passionné par la commune depuis une bonne cinquantaine d'années, hein, en fait, depuis le centenaire de la commune, mais je ne suis pas historien spécialisé de la commune. Je suis un lecteur, je pense que je lis beaucoup, évidemment, sur la commune, mais je ne suis pas un historien spécialisé. Donc, je vous dirais honnêtement, ce sur quoi je peux répondre, ce sur quoi je ne me sens pas en état de vous apporter les informations que je pourrais vous apporter. Alors, sur la question de la province, le mouvement de la commune n'est pas isolé. Alors, pourquoi? Il n'est pas isolé d'abord, effectivement, parce que il y a des tentatives de communes qui se déroulent dans un certain nombre de villes de province, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Le Creusot, Perpignan, Narbonne, etc., etc. Il y a donc des mouvements communalistes ailleurs qu'à Paris. Je dirais même que d'une certaine façon, ces mouvements communalistes ont même commencé avant Paris. D'ailleurs, Paris n'a pas été le point de départ déclencheur du mouvement communaliste qui en fait s'étale entre septembre 1870 et le printemps de 1871. Mais il est vrai que Paris, par sa position, sa concentration, sa force, sa situation de région capitale, a donné le ton à partir du 18 mars. Mais il y a des communes en dehors de Paris. Mais il y a plus que ça. C'est le mouvement de soutien à la commune, au-delà des quelques cas de communes provinciales qui, d'ailleurs, sont pratiquement toutes définitivement écrasées dès la fin du mois de mars 1871. Il y a des mouvements de soutien sous des formes extraordinairement diverses. Des tentatives éphémères, parfois un jour, quelques jours de communes, des manifestations contre l'envoi de troupes, sur le passage des troupes recrutées par Versailles pour combattre la commune, des manifestations purement et simplement de soutien, des adresses, des réunions, enfin bref, il y a un mouvement de solidarité autour de la commune extraordinaire, avec notamment des initiatives de regroupement de journaux, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se font autour de la commune. Et pourtant, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans cette situation, mais qui peut faire réfléchir, hein, au-delà évidemment du cas communal, d'avoir une multitude d'initiatives partielles qui, si on les additionne, font nombre, manifestent l'existence d'un véritable mouvement qui n'est pas uniquement parisien, mais cette multitude de ruisseaux du mouvement de solidarité ne fait pas mouvement. Et à mon avis, c'est là qu'on peut réfléchir.
Et la réflexion, elle renvoie à une analyse qui est une analyse incontestablement de long souffle et plus globale et, je dirais, plus politique. Il se trouve que le mouvement républicain, qui se reconstitue dans le cadre de l'Empire, il se reconstitue notamment à partir des années 60. Ce mouvement rassemble des composantes très diverses qui vont, on va dire, des socialistes confirmés, ces militants de l'Association internationale des travailleurs qu'on a évoqués, jusqu'à ce qu'on commence à appeler les radicaux, avec Gambetta, avec Clémenceau, qui se réclament des valeurs de la République économique et sociale. Et au fond, quand le mouvement républicain se reconstitue pendant le Second Empire, il se reconstitue, on va dire, d'une certaine manière, plutôt sur sa gauche. Même des gens comme Ferry sont pour l'autonomie communale, sont pour la séparation de l'Église et de l'État. Enfin bref, ils affirment des positions que la commune va reprendre à son tour et mettre en application, et que la République mettra en application plus tard. Sauf que il y a quelque chose qui s'opère, qui est une coupure qui va s'opérer au cœur même du mouvement républicain. Bien sûr, il y a une part des républicains, par exemple autour de Ferry, qui va purement et simplement rejoindre la majorité monarchiste et se rallier à Adolphe Thiers, mais les radicaux se trouvent d'une certaine manière dans une position intermédiaire. Ils ne peuvent pas être contre la commune dont ils partagent à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, l'essentiel des valeurs. Mais en même temps, ils ne peuvent pas reconnaître une insurrection contre une assemblée qui a été élue, entre guillemets, légitimement, légalement, en février 1871. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir notamment du mois de février et surtout du mois de mars, il y a une coupure qui s'opère, j'allais dire, au sein de la gauche, une cassure qui s'opère. Dans le cas de Paris, ça n'a pas, j'allais dire, une importance au départ, parce que Paris se caractérise par une concentration populaire et ouvrière exceptionnelle. 40% de la population est classée ouvrier à ce moment-là, est une ville qui est totalement républicaine et qui n'hésite pas à voter pour la gauche du courant républicain. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. C'est pas le cas ailleurs. Et donc, d'une certaine manière, on assiste à ce que j'appelle, moi, une sorte de discordance des temps entre Paris et la province. Et cette discordance est évidemment utilisée à plein par Thiers et par les Versaillais, qui utilisent ces hésitations et ces désaccords pour réussir l'isolement de Paris. Ça n'était pas une fatalité, mais il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où ne peut pas se constituer ce que le marxiste italien, philosophe et militant Antonio Gramsci appellera au XXe siècle un bloc historique rassemblant classe ouvrière, catégorie populaire et couche moyenne autour d'un idéal jacobin démocratique. À partir de ce moment-là, la commune se trouve isolée. Elle se trouve isolée et, bien entendu, c'est derrière ce qui se produit, c'est ce qui avait été annoncé dès le 19 mars par le gouvernement officiel d'Adolphe Thiers, c'est la répression, et une répression impitoyable. Voilà, c'est pour moi la réalité de la commune, c'est ça, c'est un événement parisien qui n'est pas simplement un événement parisien, qui suscite un mouvement de solidarité considérable, mais qui, parce que l'alliance républicaine, à un moment donné, éclate compte tenu des circonstances de l'époque, il finit par être isolé. Et à mon avis, c'est ça qui fait que le champ de cette répression a été considérable. Le problème, évidemment, c'est qu'à ce petit jeu-là, des hésitations, c'est la République tout entière qui en a payé le prix,
beaucoup de choses auraient pu aller beaucoup plus vite si la commune avait été écoutée. Voilà. Merci Roger. Laura, tu as peut-être quelques questions? Alors oui, nous avons quelques questions supplémentaires, notamment de Sigrid du SNUEP et qui est aussi au secteur femmes de la FSU, qui demande si on peut évoquer la place des femmes dans ce mouvement profondément féministe aussi. Les femmes nombreuses actrices du mouvement, trop souvent anonymes, sont enfin sorties de l'oubli depuis une trentaine d'années. Leurs actions comme leurs revendications sont explicites. Elle cite notamment droit au divorce, égalité salariale, droit à l'accès à tous les emplois, droit à participer à toutes les décisions politiques, etc. Mais tout a été dit dans la question. Moi, je ne peux que j'allais dire, saluer cette intervention qui me dispenserait presque de répondre. Mais la place des femmes est effectivement décisive sur tout le parcours, mais avant même la commune, hein, avant même la commune. Mais c'est décisif dans la commune, dans son déclenchement, dans son déroulement. C'est une place qui se révèle de plus en plus, effectivement. On a accumulé dans les dernières années énormément d'études, de connaissances, de publications pour mettre en évidence ce rôle des femmes dans la commune. Je vous signale que c'est la raison pour laquelle la vieille association des amis de la commune au masculin, dont l'origine remonte au début des années 1880, est devenue en 2013 l'association des amis ES et des amis de la commune de Paris. Donc la place des femmes est fondamentale. C'est une place qui est une place évidemment conquise. Les femmes se sont fort heureusement battues pour occuper cette place et c'est une place qui pour une part est reconnue. Par exemple, l'Union des femmes pour la défense de Paris est officiellement retenue, par exemple, par Léo Frankel qui s'occupe des questions du travail pour travailler à l'emploi féminin, la réglementation de l'emploi féminin, la possibilité de permettre aux femmes d'accéder à l'enseignement professionnel, etc., etc. Et je crois que la personne qui a posé cette question a raison de souligner le fait que cette reconnaissance de fait de la place des femmes a, pour une part, une portée, je dirais presque anthropologique. Ce n'est pas simplement que les femmes agissent, c'est par exemple, la commune établit un coin dans la sacro-sainte règle du mariage en particulier, la législation du mariage, par exemple en reconnaissant la réalité qui est la réalité du concubinage des enfants illégitimes qui était une caractéristique massive dans les milieux populaires et que la loi ne voulait absolument pas reconnaître. Le résultat, c'est par exemple que ce ne sont pas simplement les femmes légitimes des communards morts qui reçoivent une pension, une aide de l'État, mais aussi les illégitimes. Ce ne sont pas simplement les enfants légitimes qui sont pris en charge par la collectivité, mais aussi les enfants illégitimes. Le seul problème, bien entendu, c'est qu'il manque, j'allais presque dire, la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, mais bien entendu, c'est les droits politiques. D'ailleurs, quelqu'un comme André Léo, le pseudonyme d'une grande journaliste communarde, dit que c'est une des limites de la commune, incontestablement. Mais dans ce cas, évidemment, on ne peut que reconnaître à la fois la limite de la reconnaissance, dans ce cas-là, de l'égalité homme-femme, et en même temps de constater l'accumulation, j'allais dire, des actes qui commencent à établir plus qu'une brèche dans cette inégalité. Quant à ce qu'on va retenir aussi de la commune, c'est comme pour le reste. C'est un mouvement de socialisation et de politisation qui se manifeste sur le terrain du social, l'organisation ouvrière, et qui se manifeste dans l'organisation féminine, c'est-à-dire les femmes se dotent d'organisation qui est en état de défendre leurs droits. Mais, encore une fois,
la question apportait déjà sa propre réponse. Alors, nous avons une dernière question parce que l'heure tourne malheureusement, donc nous allons devoir arrêter après cette question. Nous avons Pascal du SNEP qui a posé une question assez longue pour moi, donc je vais laisser Pascal, s'il veut bien nous rejoindre, synthétiser sa question pour qu'on puisse pouvoir répondre dans les temps. Pascal, est-ce que tu es parmi nous? Ouais, merci. D'abord, bravo pour cette initiative d'avoir mis ça à l'ordre du jour et merci à Roger. Ma question, elle est en lien avec l'actualité, c'est le fait que de l'acte manqué de la commune avec la Banque de France de l'époque, par le fait de ne pas avoir vu qu'elle avait un otage, si je puis dire, en or sous la main, hein, en ne la réquisitionnant pas, et qui aurait permis de vraiment négocier un compromis avec Thiers. Alors, moi, je trouve que ça renvoie rétrospectivement au fait que les questions financières et monétaires, à l'époque, n'étaient pas encore étaient perçues comme du domaine du sacré, ou que ces sujets de la monnaie relevaient de l'expertise. Et je fais un lien avec les débats actuels où je trouve que on voit bien que c'est un enjeu sur la socialisation de la monnaie, on va dire, ou que c'est d'abord un bien commun et que ça peut pas être laissé au seul soin des banques centrales ou hors contrôle démocratique. Et est-ce que c'est pas un enseignement de cette histoire de la commune à creuser avec aujourd'hui sur l'intérêt que tous les citoyens s'intéressent à ces politiques monétaires de banque centrale et de socialisation de la monnaie, dans le sens où c'est encore trop, même je trouve dans nos rangs syndicaux ou sociaux, c'est une question majeure, c'est un levier majeur pour passer à d'autres politiques sociales. Je m'arrête là. Oui, moi, j'allais dire, sur le contemporain, je ne peux qu'acquiescer. Voilà, les questions économiques et en particulier les questions qui sont celles de la monnaie, en particulier de la banque et de la monnaie, sont des questions cruciales qu'on ne peut pas laisser, j'allais dire, dans du domaine des spécialistes. Voilà, ça doit être une question politique au sens large du terme, c'est-à-dire qui concerne évidemment la totalité de la cité, donc qui concerne bien sûr le monde syndical. Dans mon état actuel de réflexion, de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du sujet, je suis un peu plus hésitant à reporter sur l'expérience communarde, j'allais presque dire, les interrogations d'aujourd'hui. Je vais dire pourquoi. Dès 1871, à l'intérieur même d'ailleurs de la commune, à l'intérieur de l'Assemblée communale, on fait reproche à ceux qui sont responsables des questions financières et monétaires de ne pas être assez, contraignants, assez pugnaces à l'égard de la Banque de France. Cette critique a été formulée par des acteurs même à l'intérieur de l'Assemblée communale. Elle a été reprise, bien entendu, par beaucoup de ceux qui analysent la commune. Je pense à Marx, je pense même, d'ailleurs, de ce point de vue, à Bakounine et, j'allais dire, à la tradition anarchiste, où on fait reproche à la commune d'avoir été trop conciliante à l'égard de la Banque de France. Je me garderai d'avoir, comment dire, un jugement définitif là-dessus. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour le faire. Je fais juste, comment dire, je donnerai tout de suite un petit bémol aux critiques à partir de deux éléments en particulier. D'abord, de fait, c'est la Banque de France à l'époque, c'est des réserves qui sont à l'hôtel de, Hôtel de Bretagne, que ça s'appelle, si je me souviens bien. Mais il faut savoir que l'essentiel du stock d'or de la Banque de France avait été évacué en septembre 1870, début septembre 1870, et se trouvait stocké à Brest, c'est-à-dire qu'il n'était pas sous contrôle des communards. L'essentiel du stock d'or n'était plus à Paris. Deuxièmement, la banque fonctionne évidemment sur la base de la banque centrale et sur la base des banques régionales. Or, par exemple, on dit que la banque a prêté beaucoup plus à Versailles qu'elle n'a prêté à Paris. Il faut savoir qu'une grande partie des prêts accordés à Versailles contre Paris
par la Banque de France passe non pas par le centre, mais par les banques régionales. Troisième élément, dans la tête des communards, il y a simplement juste un petit problème. C'est il se trouve dans les conditions d'une ville qui est une ville assiégée, dans un pays qui, quelque temps auparavant, a quand même voté pour une majorité profondément conservatrice. Et dans la France, qui est la France de 1871, il ne faut pas oublier qu'il y a une majorité, je disais, on a un groupe ouvrier en expansion qui est largement majoritaire à Paris, mais qui ne l'est pas dans le reste du pays. Dans le reste du pays, il y a une importante classe moyenne, paysanne et boutiquière en particulier, qui est un enjeu, j'allais dire, politique, qu'il ne faut pas brusquer, et avec des confusions d'ailleurs dans la question de savoir jusqu'où vont les limites du peuple, qu'il faut-il inclure dans le peuple. On parle à cette époque-là, même chez les internationalistes, de bourgeoisie travailleuse, de bourgeoisie ouvrière, enfin bref. C'est une période qui est une période très compliquée. Et dans l'esprit des communards, il faut établir un rapport de force avec la Banque de France, mais il faut anticiper le fait que pour l'instant, Paris est isolé. Et donc, de ne pas faire des gestes qui pourraient, d'une certaine manière, accroître l'isolement de Paris. Je dis ça non pas pour justifier, mais simplement pour dire que, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai l'impression, mais je vous dis, je ne suis pas assez pratiquant des archives, je ne suis pas suffisamment historien de la commune pour donner une réponse tranchée. Moi, j'ai tendance à regarder les choses pour l'instant de manière assez mouvante. Voilà, c'est tout. Mais encore une fois, je ne me garderai de trancher sur une question aussi délicate. J'ai un peu l'impression qu'il faut faire attention de ne pas reporter complètement sur le passé les questions du présent. Mais ça fait l'objet de débats et encore une fois, vous trouverez peut-être des historiens plus compétents que moi qui alourdiraient, j'allais dire, le passif de la commune sur la question de la Banque de France. Alors, nous allons mettre fin maintenant à ce Facebook Live avec quelques indications de lecture de nos camarades qui sont ici présents et qui vous ont écouté. Alors, nous avons notamment un ouvrage intéressant de Quentin de Luermoz, Commune, 1870-1871 aux éditions Seuil. Nous avions la BD Tardy aussi qui a été citée. Nous avons le prochain numéro de Regard Croisé qui est la revue de l'Institut de recherche de la FSU qui paraîtra la semaine prochaine et qui aura un article intégralement consacré à la commune et un article justement de Roger Martelly et le grand entretien consacré à Quentin de Luermoz, entre autres. Encore la prochaine revue Enjeu qui sera consacrée à la commune. Enfin, nous avons pas mal d'orientations de lecture. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça et je vais laisser Gérard, du coup, remercier notre invité. Oui, merci. Donc,